C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça passe. Champion representing France, Alors peut-être La Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Salut Marjolaine et bienvenue sur Femmes et Sport Podcast. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Coucou Barbara, merci à toi de faire tout ça pour les filles, pour le sport. C'est vraiment quelque chose de super et j'espère que ça va porter ses fruits pour toutes les filles. Écoute, c'est un plaisir. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Marjolaine Piré, j'ai 23 ans, je suis triathlète professionnelle depuis maintenant 1 an et demi. C'est vrai que j'avais en parallèle mes études en expertise comptable et j'ai décidé de me lancer à fond dans le triathlon en tant que professionnelle sur le longue distance. Il y a 2 distances en triathlon. Il va y avoir la distance olympique, celle qu'il y a au JO, et une distance un peu plus longue avec les circuits Ironman, et c'est celle que moi je pratique. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix ? Alors, on va dire que j'ai rencontré de belles personnes dans le sport qui m'ont donné envie de me lancer et c'est comme ça que j'ai un peu lâché les études. J'ai adoré le dépassement de soi au quotidien. C'est quelque chose qui m'anime tous les jours et mes parents sont depuis que je suis toute petite dans le triathlon, donc c'est un sport qui était chez moi, on va dire, très très connu de toute la famille. Donc finalement, tu as commencé le triathlon très jeune ou tu as pratiqué d'autres sports avant ? Alors, j'ai pas du tout commencé le triathlon jeune. C'est vrai que souvent ce sport, c'est un sport de maturité, donc on est, on va dire qu'on n'est pas plus fort, mais on arrive à mieux gérer le sport avec des années d'expérience derrière soi. Comme il y a 3 sports avec des transitions dans les différents sports. Mais moi, pas du tout. Donc, j'ai commencé par la gymnastique. Pendant 10 ans, j'ai fait de la gym à haut niveau. Et ensuite, j'ai changé de sport. J'ai fait de l'athlétisme, donc sur du demi-fond avec du 800, du cross-country et du 1500. Et quand j'ai fait mes études en métropole, donc je suis partie de la famille, je suis partie de l'île de la Réunion, là où j'ai grandi. Et j'étais un peu toute seule, donc c'est vrai que j'avais envie d'avoir un sport qui prenait beaucoup de temps. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer le triathlon. Je suis allée au salon des sports de la ville où j'ai étudié à Aix-en-Provence. Il y avait la gym et le triathlon. Sauf que les entraînements étaient un peu en même temps, donc il fallait faire un choix. Et j'avais pas envie de refaire de la gym parce que je savais que j'avais beaucoup perdu. Donc je préférais repartir vers un nouveau sport. Ok, donc aujourd'hui, tu t'épanouis là-dedans. Exactement, je suis avec mon copain qui fait du triathlon lui aussi sur le circuit professionnel. Donc c'est vrai que c'est une chance et une aide. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à me lancer, je pense, plus rapidement que prévu. On partage ça à 2, donc c'est encore mieux. C'est une chouette histoire. On a une petite tradition dans Femmes et Sport. Est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter l'histoire de tes premières règles ? Est-ce qu'on t'avait informé avant ? Est-ce que tu connaissais un petit peu pourquoi tu avais des règles, tout ça ? Comment ça s'est passé ? Si t'es OK pour nous raconter. Alors comment ça s'est passé ? C'était dans un cours d'SVT que j'ai appris un petit peu, on va dire, tout ce qui se passait dans le corps de la femme. C'est là que je pense bon nombre d'entre nous ont compris un petit peu le système, que ce soit les garçons ou les filles. Donc moi, c'était pendant ce cours d'SVT-là que j'ai commencé à voir un peu ça et j'avais vraiment l'impression que c'était très tabou. En tout cas dans la famille, pas avec mes copines, pas du tout. C'est vrai que ça a toujours été un sujet, voilà, est-ce que tu les as? Quand est-ce que tu les as? Et c'est vrai que la première qui les avait, c'était un peu le modèle et l'exemple, on va dire, et celle qui nous disait un petit peu comment ça se passait. Moi, je les ai eus assez tard, on va dire que je me suis calquée sur ma mère, en fait, au final. J'ai été très proche de ma mère et c'est vrai que c'était un sujet sur lequel il n'y avait aucun tabou avec elle, mais plus du côté de mon frère et de mon papa. C'est vrai que c'était un peu tabou, on n'en parlait pas trop, donc ça faisait un peu les sujets maman-fille et qui étaient un peu distincts du papa et de mon frère. C'est vrai que j'en ai un peu parlé avec elle. Donc moi, mes premières règles, pour répondre à ta question, je les ai eues à 16 ans, en même temps que ma cousine.
qui a le même âge que moi. Et en fait, on faisait un stage, on avait une colo de catamaran et on était chez ma grand-mère la semaine juste avant ce stage-là. Et on les a eu en même temps, enfin, pas le même jour, hein, mais dans la même semaine, on était chez ma grand-mère avant ce stage de catamaran. Donc c'est vrai que ça a été cool de vivre ça avec elle parce que du coup, on a dû avoir toutes les deux la galère de ces règles quand on était dans le stage de catamaran où il fallait aller dans l'eau, sur En l'eau. plus Donc dans l'eau. voilà, c'était vraiment la mise dans le bain direct, quoi. Ouais, la bonne période, quoi. C'est le cas de le dire. OK. Depuis, comment ça a évolué pour toi? Est-ce que tu trouves que ça a été une charge, dans tes entraînements, dans tes compétitions et cetera? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, notamment au niveau de l'information chez les sportives? Alors, malheureusement, et je dis bien malheureusement, j'ai pas eu de contraintes avec les règles parce que je les ai pas eues pendant 2 ans. Depuis que je me suis mise au sport, en fait, à haut niveau et que j'ai augmenté mon volume horaire. On va dire que moi, donc j'ai fait, comme je vous l'ai dit, de la gym et de l'athlétisme, donc c'était quand même à raison de 10-15 heures par semaine. Et en fait, je suis passée à 20-25 heures quand j'ai fait du triathlon, donc j'ai augmenté mon volume. Et c'est là, en fait, que mes règles ont disparu. Donc, c'était à une période, c'était à la fête de la musique, je m'en souviens très bien. Je devais les avoir. Et en fait, je les ai pas eu, donc un peu de retard. Je prenais la pilule. Et donc, est-ce que je les avais déjà pas quand je prenais la pilule quelques mois avant? Ça, je pourrais jamais savoir, vu qu'on sait tous que la pilule cache. Mais en fait, donc je devais avoir mes règles et j'avais oublié de prendre ma pilule. Je déménageais, donc c'est vrai que voilà, entre les cartons, le déménagement et tout ça, j'ai un peu oublié le soir de prendre la pilule. Donc je me suis dit, bon, j'arrête ma pilule et je la reprendrai au prochain cycle, donc en juillet. Sauf que c'est jamais revenu. Et ça fait 2 ans. Donc c'est vrai qu'au début, pendant un an, voilà, c'était vraiment bah, pas tabou parce que on m'en parlait pas en fait. Donc c'était même pas un sujet tabou vu que j'avais pas à cacher ou à ne pas dire les choses. C'était quelque chose qui était pas du tout abordé, que ce soit avec mes parents, mes copines. Voilà, on n'en parlait pas trop. Moi, je me disais, bon, bah, je les ai pas, c'est pas grave, hein, ça viendra le mois prochain et à chaque fois comme ça en perpétuel recommencement. Et en fait, quand j'ai eu ma première fracture de fatigue, là, on s'est intéressé un petit peu à mon corps et à ce qui se passait. Et on m'a posé un peu des questions, mes parents surtout. Et ils m'ont dit, ma mère a beaucoup cherché sur Internet et elle s'est rendue compte qu'il y avait un lien entre l'absence de règles, et c'est là où on a même trouvé le mot aménorrhée, parce que on n'avait pas du tout ce mot-là avant en tête, et fracture de fatigue et la triade de la femme sportive. Et de là est parti tout mon chemin jusqu'à la guérison, on va dire, donc, et au combat de mes os fragiles. Donc voilà, c'est là où j'ai un peu vu la partie submergée de l'iceberg. Et tu vois, c'est fou parce que finalement, tu en es rendu compte de manière complètement aléatoire, c'est-à-dire que tu as oublié ta pilule, mais effectivement, ta pilule cachait, à mon avis, certainement ton aménorrhée. Et tu t'en es rendu compte finalement en oubliant ta pilule, mais qu'est-ce qui se serait passé, tu vois, si tu avais continué la pilule, tu t'en serais pas rendu compte peut-être. Alors c'est vrai aussi que la pilule cache, mais même sous pilule, il y a des femmes qui connaissent un espacement des cycles, voire les cycles s'arrêtent même sous pilule. Ouais. Alors c'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là. Peut-être que si j'avais eu, peut-être que voilà, dans le futur, il y aurait eu des petits changements et on se serait dit, je pense, ah bah la pilule marche plus très bien, il faut en prendre une autre. Et donc j'aurais perdu du temps à essayer de reprendre une autre pilule, recommencer tout ça. Donc je pense qu'au final, ça a été ouais, peut-être une bonne chose, et je pense qu'effectivement, j'avais plus mes règles quand j'avais la pilule et quand j'étais sous pilule, parce qu'en fait, donc la pilule, moi je l'ai prise très tard, hein. Je l'ai prise à l'âge de 19 ans. En fait, par choix, j'avais pas envie de prendre un cachet. C'était quelque chose que je ne voulais pas prendre, un choix personnel, et je n'en avais pas besoin. Donc, pas besoin, pas de copain, donc je voyais pas l'intérêt de la prendre. Pas de douleur, voilà, vraiment des règles normales, pas de manière abondante ou quoi, comme des copines elles pouvaient avoir. Donc, j'avais de la chance, entre guillemets, et comme ma mère. C'est vrai que j'en parlais beaucoup avec ma mère, elle a fait exactement la même chose que moi. Enfin, j'avais comme elle, on va dire, plutôt. Et en fait, donc j'ai pris la pilule à 19 ans parce que bah, j'avais un copain et on en ressentait le besoin. Et c'est vrai que, on va dire que de 17 ans et demi à 19 ans, c'est là où j'ai commencé le triathlon. Donc, comme je vous disais, je suis partie pour mes études à 17 ans et demi. Et en fait, j'ai fait une chute de poids, mais assez progressive, de 55 à 51 kilos. Et je m'en souviens très bien parce qu'en fait, j'avais une balance et tous les jours, j'écrivais mon poids.
Et du coup, j'ai encore ces papiers-là, c'est des post-it. Et en fait, donc j'ai pris mon poids sur 1 an et demi, donc pas tous les matins non plus, mais voilà, un peu toutes les semaines. Et j'ai bien vu, sans rien changer, hein, de manière sur l'alimentation, j'ai rien changé, je me suis juste plus entraînée. Et en fait, j'ai perdu du poids. Et j'ai mis ma pilule à une période où j'avais un poids qui était plus faible que celui que j'avais en arrivant pour mes études. Et voilà, je pense que je n'allais peut-être pas en sous pilule, quoi. Ok. Et quand tu as eu ta première fracture de fatigue, finalement, tu as vu un médecin du sport ou pas, ou un gynécologue, etc. Quelqu'un aurait pu t'informer, à part si vous aviez cherché sur Internet, enfin si vous n'aviez pas cherché sur Internet plutôt, personne aurait fait le lien? Alors, en fait, j'avais une gynécologue de l'INSEP que j'avais contactée parce qu'en fait, j'avais des bilans sanguins, mais pourris. C'est-à-dire que j'avais du cholestérol, la créatinine super élevée, des transaminases élevées, et j'avais vraiment des bilans sanguins comme si j'étais diabétique ou que je faisais pas de sport, quoi. Alors que je faisais du sport. Donc on me disait non mais ça c'est un bilan sanguin de quelqu'un qui fait trop de sport. Donc reposez-vous, il faut voilà, arrêter le sport. Donc j'ai écouté, j'ai fait 3 semaines sans rien, j'ai refait un bilan, ça avait quasiment pas baissé. Et donc on m'a dit bon bah il y a juste une décroissance qui est très très lente chez vous, c'est assez rare, mais voilà ça baisse très très mal, donc il faudra encore se reposer. Et je me suis dit mais je vais pas me reposer comme ça pendant 3 ans, enfin le sport, c'est aussi quand même la santé. Oui, pas à outrance, mais il faut quand même en faire. Et là, on me demande de ne rien faire. Et au final, j'ai continué à faire du sport. Et j'ai revu la gynéco après ma fracture, la même. Et là, elle m'a dit, oui, effectivement, bon, bah, s'il y a des fractures, il faudrait peut-être mettre un traitement en place. Mais bon, il aurait fallu le faire avant, je pense. Et j'étais déjà en aménorrhée quand on a fait ces bilans sanguins quand ils étaient très mauvais. Et ça fait 2 ans maintenant, hein, enfin 1 an et demi. C'était vraiment au début, c'était dans mes 5 6 premiers mois sans règles. Et ma mère me le disait souvent, mais voilà, je l'écoutais pas trop. Je dis, mais ça va. Elle dit, t'as pas tes règles toujours pas? Je dis, non, non, toujours pas. Bon, ben. Et voilà, mais ouais, je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose plus tôt. Mais la seule chose qu'on nous dit, c'est d'arrêter le sport, quoi. Donc c'est pas vraiment très, très bien. Ouais, et c'est dingue parce que le LDL, le cholestérol élevé, tu vois, comme tu dis, c'est un marqueur d'un mauvais profil sanguin. Et ça, je l'ai tout le temps dans Tela. J'ai tellement de femmes qui ont un cholestérol, qui ont eu un LDL élevé. Et il y a des articles qui en parlent très bien de l'impact des oestrogènes sur la santé cardiovasculaire et qui expliquent effectivement, enfin qui démontrent qu'il y a des grosses sportives qui ont un profil lipidique qui est modifié, quoi. Un bilan sanguin il y a pas longtemps. J'ai eu mes cycles une seule fois en août de cette année, là, 2022. J'étais sous du Faston et Strévagel. Et en fait, depuis, j'ai arrêté et mes cycles sont pas revenus. Mais en tout cas, en août, quand j'ai eu mes cycles, j'avais une prise de sang. Et là, tout était parfait. Donc, transaminase parfait, cholestérol parfait. Et là, j'en ai refait une et ça a encore vachement augmenté, transaminase. Donc, voilà, c'est vrai que c'est assez déstabilisant parce qu'on a l'impression que on n'y arrivera jamais. Et j'ai pris du poids, j'ai pris 6 kilos, donc je le vois, j'ai des parties de mon corps qui ont changé, j'ai du gras, c'est plus mou, c'est moins musclé, ça fait plus un corps de femme et moins d'athlète. Et quand on fait du sport, on a été habitué en fait à se voir en tant qu'athlète. Donc c'est vrai que c'est vachement, vachement compliqué d'accepter ce changement. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis c'est un corps de femme et c'est pas un corps d'athlète. Parce que est-ce que tu penses qu'un corps de femme avec assez de masse grasse pour bien fonctionner ne peut pas être vu comme un corps d'athlète? Ou est-ce que du coup c'est ce qu'on a encore comme idée, tu vois, dans le sport féminin? Bah, en tout cas, pour être vraiment dans ce sport-là, on sait pertinemment. Enfin, en tout cas, je pense que je parle pour moi là, mais je pense que peut-être des filles se reconnaîtront. Quand on voit une fille super affûtée, sans matière grasse, j'allais dire, on n'est pas un fromage blanc, mais voilà, très sèche et avec que du muscle, on se dit, oh là là,
elle va nous battre, c'est sûr. Et nous, on se regarde, on est là à essayer de se pincer le bout du ventre, à regarder si le bourrelet a grossi ou les fesses. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai encore, hein, parce que c'est pas évident, de se dire, oui, c'est ma santé, mais il faut que je change. Et on a tellement une vision de nous, et je pense que c'est une vision du sport, ouais, de quelqu'un qui est hyper affûté et hyper sec, qui performe, même chez les gars, hein, chez les gars, plus ils sont musclés. Après, les garçons, c'est différent. Moi, pour le vivre avec Clément, je sais que c'est très différent parce que lui, sur la balance, quand il a pris du poids, la première réaction qu'il fait, c'est qu'il se monte comme ça, il regarde ses bras-là, il se regarde dans le miroir en mode oh putain, je suis trop musclé. Alors que moi, la première chose que je fais, c'est oh non, non, mais j'ai encore grossi. Et en fait, c'est vachement, enfin, c'est marrant à voir parce que c'est vraiment l'opposé, quoi. Alors que c'est la même chose, on a tous les deux pris du poids, mais il y en a un qui est hyper content et une qui est au fond du trou. Ouais, il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes dans la manière de percevoir leur corps. Et c'est vrai que bah, les hommes vont plus avoir tendance, comme tu dis, à vouloir être musclés et à prendre du poids, mais du coup plus dans la muscularité, tu vois. Une femme, elle va vouloir être ben, très sèche et, comme tu le dis très bien, avoir peur de prendre de la masse grasse et du coup d'être un peu rejetée, Mm. que ce soit au niveau de la société ou dans le sport féminin. De toute façon, il y a encore trop de domaines du sport féminin, justement, que ce soit dans les sports artistiques ou les sports d'endurance ou d'autres sports, les sports à catégorie de poids, où c'est très compliqué, effectivement, bah, comme tu dis, d'avoir un corps de femme qui fonctionne bien. Et ça reste un corps de sportive, c'est un corps en santé. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment, vraiment qu'on avance parce que il y a beaucoup trop de sportives qui éclatent en vol en plein dans leur carrière ou qui, justement, arrêtent leur carrière beaucoup trop jeunes parce que leur santé est défoncée, quoi. Mm. Et parce que leur corps ne peut plus encaisser la charge d'entraînement, les blessures. Et je pense qu'au niveau psychologique, ça doit être très compliqué parce que la pression subie, entendue par les médias, par potentiellement les coachs, etc., doit être sacrément difficile à maintenir, quoi. Bah, c'est vrai que c'est vraiment compliqué de se voir changer et c'est qu'on a en fait l'impression que ouais, pour être fort, faut avoir le corps comme ça. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément de morpho. Et c'est vrai que dans le triathlon, on a de la chance parce il y a plein de morphologies différentes et il y a plein de morphologies différentes qui performent. Et c'est vrai que ça peut nous aider à voir qu'effectivement, il n'y a pas un type de morphologie ou une manière d'être qui est bonne. Après, voilà, moi j'ai beau le dire, j'ai beau y croire. Quand tu vois que tes cycles reviennent pas et que tu as pris 6 kilos, c'est pas évident. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Au bout d'un moment, là, oui, ok, je m'accepte, mais je veux pas enfin, j'ai pas non plus envie de prendre 15 kilos. Et tu as peur aussi d'aller trop de l'autre côté, en fait. T'as peur de basculer dans bah maintenant, je suis trop grosse et je pourrais plus perdre, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez, en tout cas c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est assez perturbant parce que tu prends du poids, tout le monde te dit que c'est comme ça que tu vas retrouver tes cycles et tu les retrouves pas. Mm. Parce que ton poids n'est certainement pas atteint encore. Oui, tu as été habitué et tu as certainement encore un trouble de l'image qui fait que tu te vois pas objectivement, disons. Et c'est compliqué parce que c'est vrai que 6 kilos, quand on part de loin, c'est pas beaucoup. Mais quand comme tu le dis très bien, hein, c'est difficile à accepter la prise de poids. Donc c'est un chemin à faire encore pour accepter de lâcher prise sur le fait que tu ne peux pas contrôler ton intervalle de poids santé. Mhm. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et puis moi, mes parents, ils ont eu des mots très forts, tu vois, parce que, enfin, 4 fractures en 7 mois, c'était quand même beaucoup. Et quand je leur dis, non, mais moi, j'ai pas honte de dire, oh, je me sens grosse, regarde, je suis énorme. C'est vrai que j'extériorise très facilement. Et je dis, mais regarde, regarde. Et, et je monte mes fesses ou je monte mon ventre. Et ils me disent, mais Marjolaine, avant, t'étais un bout de bois. Maintenant, t'es une femme, c'est tout. En fait,
Et c'est vrai que quand je regarde des photos, ouais, j'étais mais hyper maigre et c'était, enfin, je pense que toute la période où j'ai été maigre, il faut que au moins que je la calque sur une période où je suis un peu plus grosse pour revenir à un zéro, quoi. J'étais dans le moins et le X temps que j'étais dans le moins, il faut que enfin, je le vois comme ça. Et c'est vrai que c'est dur à accepter. Et moi, pour avoir pu refaire une course avec 6 kilos de plus, quand je vois que j'ai fait les mêmes temps, ça donne espoir. Et c'est vrai que, en tout cas, sur la partie performance, je me dis, bon, bah, c'est sûr que le poids ne joue en rien. Par contre, sur la partie retour des cycles, là, j'aimerais bien que ça revienne pour que je me rende compte que oui, c'est juste. Je veux bien croire toutes les personnes qui m'ont. Enfin, toutes les personnes. Beaucoup de monde parle, mais peu savent vraiment de quoi ils parlent. Donc, c'est vrai que au final, il y a peu de personnes de confiance qui donnent de bons conseils. Et c'est vrai que voilà, moi, je les ai eu une fois et c'est vrai que j'étais super contente parce que je me suis dit, enfin, en fait, c'était psychologique. Je me suis dit, c'est bon, je les ai eu une fois, ça y est, mes os, ils sont super solides. Et j'avais plus du tout peur, alors que ça veut rien dire. Mais c'est vrai que psychologiquement, ça fait du bien de se retrouver dans la norme. Et après que ça revienne pas, bon voilà, faut pas non plus y penser beaucoup, je pense. De toute façon, les jours y passent et ça file, donc voilà, au bout d'un moment, tu y penses plus trop et j'espère que bah, quand je serai plus en forme, ça reviendra, quoi. Ouais, alors il y a 2 choses, mais comme on en avait parlé, quand tu étais sous du faston, du coup, ça peut pas c'est pas des cycles naturels, tu vois? Mais par contre, ça peut être bon signe parce que ça veut dire que potentiellement ton cerveau répond à la prise, d'un progestatif et donc que ton endomètre est exposé aux œstrogènes. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, du coup, tu vois, le poids, sans ce progestatif, il doit être plus élevé. En quoi je peux avoir mes règles à un poids plus, enfin, inférieur? Je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Le poids ne fait pas tout. Bah, en août aussi, j'étais chez ma grand-mère tout juillet-août. Et c'est vrai Ouais. que je mangeais à heure fixe, enfin, chez les grand-mères. Je mangeais bien, donc c'était équilibré, mais quand même avec des matières grasses, tout ça. Enfin, c'était ma grand-mère, voilà, elle mange pas non plus 3 carottes, donc c'était équilibré, on va dire. Et à heure fixe. Et du coup, j'avais ma collation. Et c'est vrai que pendant un mois et demi, ça a été 4 repas par jour. Et ça a été quatre bons repas. Alors que des fois, moi, toute seule, bon, bah, je me réveille vers 9h30, donc je déjeune, du coup, je suis décalée. Donc, je mange vers 14h30, 15h. Et puis le soir, au final, j'ai pas eu de temps pour prendre la collation. Et puis le lendemain, je me réveille un peu plus tôt, donc ça rechange. Et je pense que ça a aussi beaucoup joué, le fait d'avoir une collation déjà, comme tu m'avais expliqué et d'étaler comme ça un petit peu les repas de manière équivalente de jour en jour. Je pense que c'est aussi important d'avoir un vrai cycle. En fait, si on veut retrouver ces cycles, il faut avoir un cycle dans la vie, quoi, et dans ses journées. Les efforts en fait que tu fais et que tu gardes sur un long terme, c'est super important parce que bah, dans les articles, on voit bien que le suivi des sportives se fait sur minimum 1 an pour le Mhm. retour de cycle, tu vois. Ouais. Donc il y en a qui gardent un volume d'entraînement élevé parce que généralement on leur demande soit d'intégrer au minimum un jour de repos en plus, soit de ne pas changer leur entraînement. Elles ont de quoi se nourrir correctement, de corriger en fait le déséquilibre énergétique, et elles font ça sur une très très longue période, tu vois. Donc vu que ton poids a augmenté, certes, et c'est trop court en fait, je Mhm. pense, pour ton corps de relancer ses cycles, Mm. et puis surtout que tu as eu quand même des mois assez chauds niveau compétition et niveau entraînement. Donc je pense que cette trêve hivernale, à mon avis, est la bienvenue. Mais voilà, encore une fois, continue à te battre parce que c'est 1 an, il faut s'engager sur au minimum 1 an. Ça prend du temps en fait de retrouver un poids d'équilibre. Et Mm. puis ensuite, tu vois, de faire comprendre à ton corps que ça va pas s'arrêter, que ça va pas repartir dans l'autre sens. Parce que ce qu'on voit aussi dans les papiers, c'est qu'il y a certaines filles, malheureusement, consciemment ou inconsciemment, hein, elles font un peu marche arrière dans leurs apports alimentaires. Ou alors, elles augmentent le volume d'entraînement, mais l'alimentation ne suit pas. Et finalement, on voit bien que les hormones, en fait, rediminuent assez vite
Mmh. Donc c'est super important en fait que ton corps se sente sécure sur une très longue période et que ne baisse pas les bras et que tu continues. Ah non, c'est sûr. Mais ça va le faire. Et d'ailleurs, est-ce que t'es partante pour nous expliquer ta dernière course? Oui, ouais, ouais. Parce Alors, que quand même quoi. bah, dernière course de la saison qui a été vraiment en dents de scie, hein, avec, comme je l'ai dit, 4 fractures en 7 mois, donc ça a été très très peu d'entraînement régulier. Mais en fait, j'ai jamais accepté de m'arrêter totalement. C'est-à-dire que jamais, je me suis jamais dit, bon, bah, c'est pas grave, on reviendra en 2023. Je me suis toujours dit, voilà, on est en 2022, aujourd'hui, tu as ça, mais demain, peut-être que ça ira mieux ou peut-être que tu pourras travailler autre chose. Et j'ai jamais baissé les bras, en fait. Je me suis toujours. En fait, c'est comme ça, c'est en moi. J'adore le sport, j'adore me dépenser, j'adore sortir, m'aérer. Donc, j'ai toujours réussi à trouver des adaptations à mes soucis. Et du coup, je me suis mise sur cette course. Donc, je me suis inscrite 1 mois et demi avant, avec quand même la peur d'avoir une autre fracture à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur, en fait, parce qu'il y a une course où voilà, tout allait bien. J'avais pu reprendre et 2 jours avant la course, bah, j'avais mal au pied et c'était quand même une fracture. Donc, c'est vrai que voilà, je me suis lancée là-dedans sans trop le dire. Je me suis dit, bon, si tu le dis pas, peut-être que ton corps il va pas entendre que tu as envie de faire la course. Et du coup, il va te laisser tranquille. Mais en fait, inconsciemment, je sentais cette course. Je sais pas pourquoi. Et ça m'a fait la même chose sur la précédente course que j'avais gagnée l'année d'avant. En fait, je sentais la course. C'est-à-dire que je m'y voyais, je m'y projetais. Alors qu'il y a des courses que je n'ai pas faites. Et parce qu'en fait, je me suis fracturé le pied, par exemple, juste avant, enfin 3 semaines avant. Et cette course-là, je ne sais pas pourquoi, je m'y préparais, mais j'arrivais pas à m'y projeter. Et donc, sur le Bahreïn, donc là, voilà, je me suis dit, bon, bah, il me reste 1 mois pour me préparer. Et feu, on y va. Donc, voilà, je me suis préparée tranquillement comme je faisais d'habitude. J'arrive sur la semaine de cours. Donc, semaine de course dit plus de récupération et plus d'apport énergétique. Donc, pas évident parce qu'en fait, avant, j'étais très, très maigre. Et quand la semaine d'avant-cours, je mangeais beaucoup, bah, j'avais forcément un pic d'énergie parce que je remettais à fond de l'alimentation dans mon corps. Et c'est vrai que je sentais que j'avais plein d'énergie. Et en fait, je sentais que j'étais normale en termes devant mon miroir. Et alors que là, j'étais déjà normale plus, on va dire, et je remettais de l'alimentation. Du coup, je me sentais énorme. Et donc, bah, Clément était avec moi, donc voilà, tous les jours, mais non, mais t'as vu tout ce que j'ai mangé, mais je suis énorme, en plus, j'ai rien fait aujourd'hui. Et non, et Marjolaine, la course, c'est ce week-end, donc c'est là qu'il va falloir montrer que t'es forte, c'est pas aujourd'hui parce que t'as rien fait, donc c'est la course, c'est un jour J, on s'en fout de ce que tu fais avant. Bon, ok. Du coup, bon, bah, je prends sur moi, je continue. Donc, je mange correctement, des glucides à chaque repas, alors que j'avais pas fait de sport. Et c'est vrai qu'avant, pour moi, ça a été dur parce que si je me dépensais pas, ben, je mangeais pas. C'était un peu la récompense, on va dire, débile. Et maintenant, je me force à ne plus faire ça. C'est-à-dire que, voilà, si le matin, bah, il est 13 h et que j'ai rien fait le matin, ben, je mange quand même. C'est pas pour autant que je vais aller courir avant de manger. Donc voilà, pour revenir à la course, bonne alimentation, je mangeais bien, voire plus que nécessaire parce que, on savait qu'il faut faire enfin, on sait qu'il faut faire les réserves et tout le monde le fait en fait. C'est comme ça. On sait tous que sportivement, avant une course, il faut faire ses réserves. Donc, j'avais l'impression d'avoir déjà de bonnes réserves et d'en refaire. Donc c'est vrai que et petite anecdote, je me suis prise en photo, la veille de la course, devant le miroir et donc voilà, je me suis regardée, j'ai pris dans ma main, bah, tout mon gras, pour moi et j'ai pris des photos et je me suis dit: «Ça fera un souvenir». Peu importe ce que je fais, ça fera un souvenir et je verrai en image comment j'étais avant cette course. Et voilà, donc la course se passe. J'avais des consignes sur chaque sport à essayer de faire. Donc pour moi, pour grandir dans ce sport et pour essayer de faire au mieux à chaque fois dans chaque discipline. Et, euh, et voilà, la belle surprise à la fin, la victoire. Donc c'est vrai que j'étais vraiment, ça a été, ouais, en fait j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal et encore aujourd'hui, là, quand j'en parle, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser en fait. Après tout ce qui s'est passé cette année, j'avais l'impression que je pouvais pas en fait. Parce que j'avais pris du poids, parce que je m'étais pas assez entraînée, c'était impossible que je gagne. Et en fait, je suis juste restée concentrée sur chacun de mes sports,
sur ce que je savais faire, sur ce que j'aimais faire, dans les sensations que j'aimais vivre. Je suis restée focus sur moi, en fait, et sur ce que je connaissais, sur ce que je ressentais, et j'ai oublié tout le reste. Et c'est vrai que des fois, quand je repartais un peu dans des pensées sur le vélo ou quand je nageais, je me suis dit, bon, t'as pas fait tout ça pour rien, t'as pas mangé plus pour rien, tu t'es pas sentie lourde pour rien. Donc, utilise cette énergie que tu as maintenant. Et du coup, ça m'aidait aussi à maintenir une vitesse et une allure. Et voilà, donc j'ai pris la tête de la course au 7e kilomètre, je crois. Donc, il y en avait 21 à pied. Donc, j'ai pris la tête sur la partie course à pied, la dernière partie du triathlon. Et en fait, je suis restée devant et j'ai dû maintenir. Donc, c'était pas évident d'être chassée. Et voilà, c'est vrai que la dernière ligne droite, ça a été, mais j'ai encore la vidéo, on m'a prise en vidéo quand je courais et c'était même plus de la course à pied. J'étais totalement, j'étais pas, enfin, j'étais fatiguée de l'effort, oui, mais c'était aussi un relâchement et c'est là où tu vois que tu peux mettre ton corps dans des conditions hyper extrêmes parce que quand tu vois que c'est fini, le corps il se relâche et là, t'avances plus, quoi. T'en fais une sacrée force quand même, tu vois, de ta guérison. Et ça, c'est chouette et je pense que ça va parler à beaucoup de sportives. Mais comme quoi, je voudrais quand même souligner que les préjugés autour du poids et de l'image corporelle chez la femme, sportive notamment, fait beaucoup de mal, quoi. Parce que le corps, il ne demande qu'à avoir des stocks d'énergie suffisants. Et en fait, le poids et l'image corporelle, on devrait complètement s'en détacher, que ce soit dans le cadre du sport de haut niveau ou pas, faire les activités qu'on veut faire. Et dans ton cas, ben, performer de fou et gagner des médailles. Ben, c'est exactement ça. C'est vrai que moi, j'ai vu la différence, hein. Voilà, avant, je m'entraînais et c'était systématiquement une sieste que je devais faire parce que je ne pouvais pas enchaîner sur un autre sport sinon. Donc c'est vrai que ça me prenait dans la journée, allez 1 heure et demie, entre le temps où tu t'endors, où tu vas dans la chambre, tout ça, donc je dormais pas 1 heure et demie, mais en fait, ça te prenait un créneau en plus que tu perdais pour, le reste. Et en fait, maintenant, je me sens enfin, j'ai plus besoin de dormir, en fait, enfin, que le soir, mais j'ai plus besoin de cette sieste, systématique qui était obligatoire, sinon je pouvais plus rien faire, quoi, de la journée. Et en fait, je reviens en quelque sorte parce que je peux faire beaucoup plus de choses. Et c'est vrai que, bah, encore une fois, je suis partagée parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis non, mais j'aime pas ce corps. Et en fait, tu te dis oui, mais ce corps, il me permet quand même d'avoir plus d'énergie. Aujourd'hui, j'ai pu faire ça en plus que d'habitude. Ce soir, je sais qu'à 19h, je vais pas avoir les yeux qui se ferment et je vais pouvoir sortir avec des amis en ville. Je sais que je vais pas devoir, je sais pas ce que je faisais avant, mais des fois, j'allais au restaurant, c'était 20h30, et en fait, j'étais super énervée parce que on avait prévu 20h30 et moi, à 18h30, j'avais déjà faim. Et en fait, je n'acceptais pas de faire une collation. Et du coup, je restais hyper énervée à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 20h30? Et en fait, je perdais du temps de ma journée, alors que j'aurais pris une collation, je sais pas, j'aurais pu aller travailler ou aller faire un saut en ville ou faire quelque chose avant le restaurant. Et c'est des choses, en fait, qu'avant, je me forçais de ne pas faire et je perdais du temps de ma journée et des activités juste parce que je voulais pas manger, en fait. Et oui, malheureusement, la restriction énergétique, c'est terrible, hein, comme ça agit sur l'état psychologique et comme tu le dis, hein, sur l'état d'énergie, en fait, tout court. Et c'est vrai que, bah, en plus, quand on fait beaucoup de sport, l'énergie, elle est prise par l'entraînement et après, il reste plus rien, quoi. Et est-ce que tu te sens quand même plus, tu vois, peut-être plus joyeuse ou plus de meilleure humeur? Tu sens une différence? Parce que souvent, on me le dit. Ouais, moi, on m'a toujours dit que j'étais très, très irritable. Et en fait, c'est vrai que bah, c'est un peu comme quand on est en hypo, en fait. Quand on est en hypo, on supporte plus rien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça sur les stages qu'on fait en triathlon. À la fin du stage, tout le monde s'engueule. C'est pas compliqué. Tout le monde est. En fait, c'est parce que en fait, tout le monde est hyper fatigué du stage et au bout, quoi. Et ils sont crevés. Et parce qu'on a trop poussé. Et c'est pas par hasard qu'on s'engueule tous. C'est pas qu'on s'aime plus alors que ça fait juste 2 semaines qu'on est ensemble. C'est parce qu'en fait, chacun est au bout de soi-même. Et quand on est comme ça en déficit énergétique, on est toujours au bout de soi-même. Et on est toujours en lutte perpétuelle contre soi-même. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais des fois mais hyper énervée pour rien. Je m'énervais toute seule. Et c'est vrai que maintenant,
je m'énerve encore un peu, mais après ça c'est le caractère. Mais je vois, oui, que ça va beaucoup mieux. Voilà, ça, ouais, c'est clair que ça a changé sur ça. Je suis beaucoup plus joyeuse, j'ai beaucoup plus envie de faire des choses et ouais, ça c'est clair que ça a changé. Ouais, vie sociale aussi, j'imagine, Ouais. du coup. Alors, on a un petit peu, plutôt pas mal abordé ton identité quand même de sportive. Et si on aborde un peu ton identité encore de femme dans le sport de haut niveau, Mm. est-ce que tu trouves qu'il y a encore des préjugés? Comment tu vis les choses en tant que femme dans le sport de haut niveau? Euh, Alors moi, je le vis avec cette casquette de fille qui a dit l'aménorrhée, c'est pas bon. Et en fait, je suis quasiment une des seules qui en parle, en tout cas dans mon sport, dans le triathlon. Et en fait, quand moi-même, je vais parler à certaines filles et je leur tire les verres du nez, j'apprends qu'elles aussi sont en aménorrhée. Et je leur dis, et en fait, moi, mon premier truc, c'est, mais pourquoi tu restes comme ça? Pourquoi tu manges pas plus? Pourquoi tu te renseignes pas? Je dis, voilà, moi, je veux pas te forcer, mais je dis, on m'a toujours répété que c'était l'apport énergétique. Donc, plus manger. Donc, prendre du poids. Non, mais tu te rends pas compte, là, je suis déjà hyper grosse, je vais quand même pas prendre du poids, j'avancerai plus. Et je dis, mais écoute, et en fait, alors j'informe, mais je peux pas non plus me battre parce que voilà, j'ai déjà mon combat entre guillemets à faire. Mais moi, tout ce que je peux faire, c'est de raconter mon histoire et de raconter un peu ce qui s'est passé et où ça m'a mené. Après, on m'écoute pas, hein, c'est comme tout. Souvent, on change quand on se brûle les doigts, hein. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais voilà, moi, j'essaye en tout cas dans ma partie d'essayer d'oublier mon côté à moi perso pour l'utiliser pour les autres. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Le sport et la femme, c'est quelque chose de... Ouais, c'est un sujet hyper tabou. Et j'espère que cette aménorrhée, ça va essayer de... Ça va se réduire, quoi, parce il y en a énormément, en fait, des filles qui sont comme ça. Donc, ça serait bien que ça change. Bah écoute, on espère déjà que le podcast sera utile à ce niveau-là. Ouais. Et puis, bah, moi, de mon côté, et aussi avec Manon, je fais ce que je peux pour vraiment sensibiliser à ce niveau-là parce que c'est plus possible d'entendre des discours qui prônent la maigreur ou la minceur dans le sport, des discours qui expliquent aux femmes que leur cycle menstruel ne servent qu'à procréer et que si elles veulent pas d'enfants, ben, c'est pas un problème. Si, en fait, c'est un gros problème, donc il faut arrêter vraiment de dire ça et c'est juste génial, tu vois, ce que tu fais, pour les autres parce que, ben, en libérant la parole, on arrive à mieux informer et à justement lever des tabous qui peuvent, briser, des carrières, mais aussi des santé, quoi. Des santé sur le long terme. Est-ce que tu as déjà discuté de ça avec, certains de tes coachs? Alors, ce que j'allais dire, en fait, je pense que on a un peu de la chance parce qu'avant, les coachs étaient vachement sur l'image, sur il faut être maigre et si on n'était pas maigre, on n'allait pas performer. Mais en tout cas, de mon côté et de ce que je vois, moi, c'est plus du tout pareil. Les coachs nous laissent vraiment. Alors, d'un côté, c'est pas non plus encore parfait parce que, en fait, ils nous laissent libres de tout ça. Donc, c'est-à-dire que ils te diront jamais, enfin, en tout cas, moi, il me dira jamais que je suis trop maigre ou que je suis trop grosse. Mais par contre, bah, le problème, c'est qu'il m'a pas dit que j'étais trop maigre. Mais c'est pas évident, c'est pas non plus totalement son rôle et c'est hyper dur, hein, je me mets à sa place. C'est hyper dur de dire, écoute, là, t'es trop maigre, il y a un truc, enfin, c'est pas, tu vois, quand tu reçois un message comme ça, c'est comme quand on te dit, oh, mais t'es hyper grosse. Pour moi, c'est pareil. Quand on te dit, t'es hyper maigre, tu le prends de la même manière. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se rende compte que être hyper maigre, c'est pas super beau. Parce que quand on te dit ça, tu le prends mal. Donc ça veut dire que bah, c'est pas super, c'est pas un état dans lequel il faut être et ce qu'il faut dégager. Donc je pense qu'on a de la chance parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la performance dans le triathlon et la performance, les marques de nutrition n'arrêtent pas de dire que énergie égale performance. Et donc la mode, c'est en fait de prendre un maximum, si je peux dire, de gel ou de barres, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a des études qui montrent que plus tu en prends, plus tu vas vite. Mais la seule chose qui te restreint, c'est ton estomac. Donc, il faut s'entraîner à en prendre de plus en plus, en manière de plus en plus élevée, pour que l'estomac accepte un nombre plus élevé de carbohydrates.
Donc c'est vrai qu'on est plus là-dedans et ça va aller dans le sens des filles en fait et de l'aménorrhée. Et donc ça peut que aider, je pense. Mais il faut l'accepter. Personne ne te mettra le gel dans la bouche, personne ne te mettra l'assiette sous la tête. Donc si tu le fais pas de toi-même, je pense qu'il n'y a rien qui se passera. Mais d'un côté, c'est le plus fort des déclics. Quand c'est toi qui as le déclic, c'est là que ça change et c'est là que ça va mieux. Donc d'un côté, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on est plus voué à nous-mêmes. Mais le discours de il faut que tu sois plus affûté, plus maigre, il n'existe plus. En tout cas, moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu. Et au contraire, c'est l'inverse. C'est vraiment, bah voilà, il y a tout type de morpho et tout peut fonctionner. Ok, bah écoute, tu vois, c'est cool. Il y a peut-être encore un décalage entre le sport de haut niveau et le sport amateur. Parce que moi, j'entends encore beaucoup de femmes qui me disent une coureuse en forme n'a pas ses règles. Enfin, il y a encore énormément de, de préjugés comme ça et de tabous hein, au niveau justement du poids. Et comme tu le disais, ben, juste les coachs ne disent pas, n'informent pas et ne prennent pas la responsabilité aussi d'informer leur coaché, comme quoi ça peut être grave. Et oui, effectivement, je souligne que les carbs pendant l'effort physique, c'est super important. On ne peut pas en assimiler une quantité illimitée en un certain temps. Mais effectivement, la nutrition autour de l'entraînement, pendant l'entraînement si nécessaire et après l'entraînement, c'est hyper important, notamment quand on est dans une période de triade de l'athlète. C'est clair qu'il y a plein de filles qui me disent mais bah oui, j'ai pas mes règles, mais c'est normal, là, je suis hyper affûtée, j'ai une course. Mais t'inquiète, je les retrouverai plus tard. Et moi, je me dis, mais tu peux performer en ayant des cycles, en fait. Et en fait, non, c'est limite, si j'ai pas mes cycles, bah, c'est un peu un signe de performance parce que je suis affûtée, en fait. Et en fait, donc il y a encore ça, ouais, c'est clair. Mais ça, c'est dans la tête, enfin, c'est des préjugés, enfin, ouais, des préjugés, enfin, c'est pas ce que en tout cas, moi, les personnes qui m'entourent, ils m'ont jamais dit ça. C'est moi toute seule qui me suis dit, là, je suis affûtée, donc je vais aller vite. Mais maintenant, je me rends compte que être affûtée, c'est pas avoir ses règles. Et pas avoir ses règles, c'est être en mauvaise santé. Du coup, je préfère les avoir et je préfère m'entraîner sur un corps en bonne santé plutôt que de le détruire. Donc, je pense qu'il faut changer cette image-là. Et en fait, quand on performe avec un poids plus élevé, c'est là où on se rend compte que, bah, en fait, pourquoi être plus maigre? Parce qu'on fait la même performance. Par contre, on est plus en forme, on a plus d'énergie, on se sent mieux, on est moins irritable, on est de meilleure humeur, on a moins besoin de dormir. Enfin, au final, on peut plus manger, on peut plus se faire plaisir. Donc pourquoi se restreindre comme ça si le niveau de performance est le même? Là, pour parler de la performance pure. Après, il y a vraiment le problème de l'image corporelle, mais je pense que voilà, je sais très bien que toute sportive, si elle se voit performer, elle va en oublier son miroir. Enfin, l'objectif sera de performer et on s'en fichera de se voir un peu différente. Et notre regard va aussi changer. On verra que c'est avec ce corps-là et ces formes-là qu'on performe. Exactement. Que tu performes, que tu peux atteindre les objectifs que tu te fixes et mieux vivre, comme tu le disais. Oui. Enfin, au niveau de la qualité de vie, voilà, c'est juste malsain et c'est, comme tu le dis, ne pas être en bonne santé que de trop se restreindre et d'avoir un corps qui n'est pas du tout dans son intervalle de poids, entre guillemets, qui lui permet de fonctionner correctement. Et en fait, moi, je le voyais, hein, quand tu me disais, prendre des collations, tout ça. En fait, c'est des choses que je me restreignais avant et en fait, c'est un plaisir maintenant de la prendre. Limite, tu que ça dans la journée parce que tu sais que c'est un peu la le moment un peu sucré ou voilà, enfin, on aime tous, je pense, une part des gâteaux ou qu'on soit sucré ou salé. Enfin, voilà, on apprécie tous le chocolat, on apprécie tous, un fruit ou un petit gâteau. Enfin, je pense que personne ne peut dire: «Non, j'aime pas». C'est juste un espèce de blocage psychologique qu'on se fait sur notre corps et sur nous. Et en fait, lâcher prise, c'est aussi hyper important pour tout ça. Et c'est très dur hein, parce que j'y arrive un petit peu, mais j'ai encore des moments où j'y arrive pas. Mais voilà, il faut.
faut essayer, en fait. Je pense que, bah, toutes les filles qui ont essayé d'être hyper affûtées pour aller plus vite, essayer de retrouver la santé, de reprendre du poids et elles vont voir qu'elles vont aller aussi vite donc Une autre question, on va changer un peu de sujet, ça va détonner un peu, mais on va parler, boobs, donc utilisation de OK. brassières, et cetera. Toi, comment tu vis ça, dans ton sport déjà? Est-ce que, par rapport à la gym, par exemple, est-ce qu'il y a des différences, sur le triathlon? Est-ce que tu as des préférences, dans tes tenues ou dans les accessoires que tu peux utiliser à ce niveau-là? Et est-ce que, la poitrine, c'est quelque chose qui te gêne, dans ta perf? Alors moi, déjà de famille, on n'est pas avec des grosses poitrines. Donc c'est pas quelque chose qui me gêne et en plus quand tu es en aménorrhée, c'est que tu pas assez de gras et on sait très bien que les seins sont du gras, donc j'ai énormément perdu de seins. Et pourtant j'en avais pas beaucoup, hein, voilà donc j'ai vraiment, limite j'avais pas plus rien, mais oui, enfin j'avais quasiment plus rien et c'est vrai en fait que, bon, bah, quand tu plus rien, tu penses plus, mais je regardais des photos d'avant, quand j'étais au lycée et j'avais plus de seins que là, à 23 ans. Alors que normalement, c'est pas possible et en fait, tu te rends compte que tu plus du tout féminine, en fait et je me suis mise à la place de mon copain. Je me suis dit: «Enfin, il a pas envie d'être avec une fille» et je sais pas, même nous, on aime bien, enfin, des beaux soutiens-gorge, avoir un décolleté, enfin, je sais pas, on se sent un peu plus femme quand on met un décolleté et qu'on voit qu'il y a quelque chose, quoi. Et en fait, dans le sport, bah, c'est hyper rare les filles qui ont de la poitrine. Donc en tout cas, pour le côté, ça me dérange, non, ça me dérange pas. Moi, je prends tout le temps des brassières. C'est toujours ce que je mets. À l'entraînement, comme en compétition, je mets toujours quelque chose en dessous, parce que c'est vrai que j'aime bien quand même sentir que c'est maintenu. J'ai jamais fait, qu'avec la trifonction, c'est-à-dire qu'avec un seul tissu. J'ai toujours mis la brassière plus un tissu. C'est toujours comme ça que je l'ai fait et je me souviens qu'au lycée, il y avait une fille, elle avait vraiment une poitrine énorme et elle, c'était horrible parce que quand elle courait, ça lui faisait hyper mal. Et donc je me souviens qu'on en avait parlé avec le prof, parce que c'était un prof vraiment super, enfin, limite, voilà, sans tabou et il lui avait conseillé des brassières exprès, avec des armatures exprès, qui maintiennent bien. Parce qu'en fait, on se rendait compte que, bah, elle était comme nous, mais elle avait encore plus mal que nous parce que, bah, pour quelque chose qui était en elle et qu'elle y pouvait rien, en fait. Et du coup, j'avais trouvé ça super cool de la part du prof d'en parler de manière naturelle, pas devant les garçons parce qu'à cet âge-là, je me souviens que c'était vraiment toujours, pas hyper évident, mais voilà, en tout cas, avec le groupe filles, il en avait parlé et il avait été super sur ça. Ça, c'est cool. OK, donc tu Et là, utilises toujours, des brassières pour, ton sport et c'est pas forcément, quelque chose qui te gêne, en tout cas, au niveau du sport? non, vraiment pas du tout, du OK. tout. Et au niveau, du périnée, est-ce que tu as déjà eu, des gènes ou des soucis à ce niveau-là? Alors j'ai fait de la rééducation, enfin, c'est pas de la rééducation, c'est avec un ostéo. J'avais souvent, bah, quand j'ai eu la fracture au sacrum, ça touche le coccyx, donc ça touche aussi le côté périnée. Et en fait, j'avais vachement mal au coccyx. Et donc du coup, on m'a fait des travaux du périnée. Et en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je l'avais jamais contracté ou je n'avais jamais rien fait. Mais il était super contracté parce que quand on fait du sport, il est hyper contracté. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il fallait, bah, savoir aussi ce que c'était pour pouvoir le contracter. Et donc avec la kiné, je fais des exercices pour le détendre. Et j'ai jamais été vraiment, vraiment embêtée avec ça. Quand tu es en course ou quand tu es en entraînement, est-ce que tu as souvent envie d'uriner? Ou même dans la journée? Très souvent. OK. C'est vrai que je vais très, très souvent aux toilettes. Après je bois aussi de manière très régulière donc mais je pense que oui, j'y vais quand même beaucoup. Je sais que quand je suis à la piscine, j'ai tout le temps envie, quoi. 1 à 2 fois par séance d'1 heure et demie. En fait, je sais pas, le fait d'être dans l'eau alors je sais pas si c'est comme ça, mais il y en a plein quand il est dans son bain, on a toujours envie d'aller aux toilettes quand il est dans son bain. On met le bain chaud, la mousse, on est allé aux toilettes avant, on rentre dans le bain, on a encore envie. En tout cas, moi ça me fait ça et avec plein de copines, ça faisait pareil et c'était super chiant parce que tu es à peine dans le bain chaud que il faut ressortir et du coup, ouais, ça me fait faire en natation. J'ai souvent envie et sur les courses, bah, qui durent 4 heures, ouais,
j'ai souvent envie, sauf si je transpire beaucoup parce qu'il fait très chaud. Et du coup, bah, moi, je fais, quoi, parce que je me retiens Oui, pas. ouais, il vaut mieux. Mais ouais, c'est vrai que... Alors, est-ce qu'il y a un lien avec l'aménorrhée et l'envie d'uriner souvent? Je sais pas. Mais ouais, j'ai souvent envie d'y aller. Alors oui, effectivement, j'avais fait un post à ce niveau-là, mais il y a une réduction du volume de la vessie par rapport aux femmes qui ont des cycles normaux. Les femmes qui sont en aménorrhée, elles ont un volume réduit et du coup, elles ont beaucoup plus l'envie d'uriner. Et il y a des études qui montrent une modification au niveau des tissus, de la vessie, pardon, de l'utérus. Elles me disent très souvent qu'elles ont tout le temps envie d'uriner, moins très Ouais. souvent. Ben moi, c'est ça. En fait, j'ai fait des analyses urinaires. J'avais peur d'avoir une infection urinaire. Et en fait, j'ai eu donc 2 bactéries, bah, avec des nombres, hyper élevés. Et donc le médecin m'a dit: «Mais tout de suite, antibiotiques, sur 3 mois». Je trouve ça vachement fort. Donc bon, j'ai pas trop écouté et j'ai préféré faire un 2e contrôle. Donc j'ai fait un deuxième, même bactérie, et j'appelle, le labo et ils me disent: «Bon, bah, allez voir votre médecin». Donc là, le médecin, il me dit: «Bon, c'est pas non plus hyper grave, c'est un autre médecin là, hein. Et donc il me dit: «C'est pas non plus hyper grave, si vous avez des symptômes, on traite, sinon on traite pas». Bon, OK, un autre avis. Et du coup, je refais, donc ça, c'était début septembre. Je refais un examen, ça à chaque fois avec une semaine d'intervalle, et là, plus rien. J'appelle le labo, je dis: «Mais vous êtes trompés, c'est trop bizarre». Et en fait, il m'a expliqué que c'était en lien avec mes règles que j'avais eues et que c'est des petites bactéries, post-règles, en gros, qu'on pouvait avoir. Et comme j'avais eu mes règles en août, bah, début septembre, c'était ça. Et c'est vrai aussi que tout le mois de septembre, donc le mois qui a suivi mes premières règles, on va dire, quand elles sont revenues, je me levais plus aux toilettes la nuit. Enfin, pour aller aux toilettes la nuit. Alors que systématiquement, je me lève une fois par nuit. Et donc là, le mois qui a... Bon, là maintenant, je me relève, hein, c'est revenu. Mais le mois qui a suivi mon retour de cycle, ah mais je dormais, mais d'une traite, je me levais plus. Oui, ouais, c'est pas étonnant, tu vois, du coup. Mm. Mais ça aussi, oui, ça fait partie des nombreux inconvénients de l'AH. C'est que, voilà, il y a pas assez d'œstrogènes et du coup, voilà, c'est en fait, les œstrogènes, ils ont vraiment une action de croissance sur les tissus. Donc, que ce soit par exemple la poitrine, tu vois, mais aussi une action au niveau des tissus de la vessie. Et Mm. voilà, c'est pour ça que à ce niveau-là, il y a aussi un impact de l'aménorrhée. Il n'y a pas énormément d'études Mm. dessus. Mais par contre, de mon expérience en tout cas, chaque femme que je rencontre qui est en aménorrhée, elle me dit: «Mais je pense que je vais aux toilettes à peu près 20 fois par jour et je me lève 1 fois par nuit minimum, quoi». Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Mais après, le sommeil revient bien aussi. Et ça devrait Mm. aider aussi pour les perfs. Parce que la Oui. récupération, quand tu as des nuits qui sont vraiment complètes et après tu te lèves le matin et tu es en super forme, c'est quand même cool. Ah, ça change tout. Ça, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ah, le matin au soir, quoi. Tu fais la journée. C'est ça. Peut-être une petite dernière question. Hmm. Quel préjugé sur le sport féminin tu aimerais éradiquer? Très très bonne question. Ah, c'est dur. J'aimerais éradiquer le fait que lorsque les filles ont leurs règles, elles sont au fond du seau. C'est-à-dire que règles sonne avec faiblesse. Et j'aimerais enlever ça parce que oui, il y a des filles qui ont pas de chance, qui ont mal au ventre et qui, des fois, quand elles ont leurs règles, c'est un peu chiant. Mais faut pas en faire une généralité et il faut pas penser que parce qu'on a nos règles, eh ben, c'est hyper gênant. Je pense que seules les filles qui ont guéri de l'aménorrhée peuvent dire qu'avoir ses règles, c'est super bien. Eh ben, franchement, c'est un super beau message. Je m'attendais pas du tout à ce que à ce que tu dises ça. Donc, non, mais c'est trop cool et c'est vraiment, c'est ça l'idée, c'est que quand on a nos règles et ben, c'est qu'on est en bonne santé, c'est qu'on peut performer et oui, c'est vrai qu'il y a des désagréments à avoir ces règles, mais malgré tout, ça veut dire que le corps est dans une position physiologique, qui est, confortable. En tout cas, plus que quand on est en AH. Exactement. Ouais.
Et il faut bien se dire qu'il y a des records qui ont été battus, des médailles qui ont été remportées à toutes les phases du cycle. Et les règles, enfin les cycles menstruels, c'est un peu le Mmh. super pouvoir, des femmes et c'est un marqueur de santé qui est incroyable et qu'on commence, à étudier et voilà, j'espère vraiment que les recherches vont continuer dans ce sens, mais j'en doute pas et en tout cas, c'est grâce à des sportives, comme toi, et grâce à des messages, comme celui-ci qu'on arrive vraiment à éveiller les consciences, à sensibiliser et à certainement, éviter, tu vois, le certaines catastrophes, on va dire, ou la dégradation, de la santé de certaines femmes. Merci encore pour, la parole que tu prends, sur, les réseaux, sur l'exposition quand même de ta vie privée parce que je sais que c'est un sujet qui est intime et qu'on n'a pas toujours envie, d'aborder en public, surtout quand on est, quand on est une personnalité, dans le sport de haut niveau et c'est vraiment, vraiment courageux ce que tu fais. Donc, merci pour toutes celles qui t'entendront. Ah, merci à toi pour tout ce que tu fais, pour toutes tes recherches, tout ton travail. En fait, c'est clair que nous, voilà, en plus, c'est fait d'une super belle manière, tout ce que tu fais sur Instagram. Les posts sont hyper rigolos et on se sent tous hyper visés, en fait. Et des fois, mais j'éclate de rire. Je me dis, mais c'est exactement moi. Et en fait, t'es exactement à notre place. Et c'est génial parce que t'es pas dans le jugement. T'es juste là pour aider et pour aussi. Il y a un côté très scientifique aussi dans tout ce que tu fais. C'est pas juste quelques petits mots comme ça. C'est voilà, il y a vraiment de tout dans ton programme Tela, dans tes posts et c'est aussi fin. C'est sûr que c'est grâce à toi si plein de filles réussissent à retrouver leur cycle et même les podcasts comme ça que tu fais. Moi, jamais j'aurais pris la parole pour parler de ça toute seule en tout cas. Et c'est clair qu'à plusieurs, on se sent beaucoup plus forte et j'espère que les filles essaieront voilà, essaieront juste de tenter et d'essayer de voir qu'en mangeant plus, en ayant un peu plus de poids, on retrouve la santé et que les cycles reviendront. Et voilà, je leur demande juste une chose, c'est d'essayer et de... C'est souvent quand on est malade et qu'on se rend compte que c'est bien d'être en bonne santé. Et le problème, c'est que cette maladie-là, entre guillemets, on l'a créée nous-mêmes. Donc on se rend malade. Et en plus de ça, elle se voit pas trop, quoi. Donc c'est pas évident. Mais voilà, c'est vraiment un marqueur de santé que d'avoir ces règles. Et je pense que c'est aussi hyper important d'être conscient que c'est pas un tabou. Parlez-en autour de vous et vous dites pas que le mot règle est un gros mot ou autre chose, quoi. C'est pas du tout le cas. Merci beaucoup pour ton message, vraiment ça me touche, ça me fait plaisir et ouais, je j'ai été à votre place, en fait et je pense que alors moi, à l'époque, j'avais pas du tout conscience, hein, que c'était, effectivement un problème de ne plus avoir mes règles et cetera. J'ai eu de la chance parce que je suis tombée vraiment sur une super gynéco, mais c'est quand même en me documentant, moi-même parce que je savais me documenter, donc c'est aussi une chance. Mm, Que j'ai compris plein de choses, à ce niveau-là et à quel point c'était sous-estimé et tabou, finalement et c'est pour ça que ça me tient aussi à cœur. C'est parce que j'ai été un peu paumée aussi, parce que je savais pas pourquoi mes cycles ne revenaient pas après l'anorexie alors que j'étais à un poids normal et cetera mm, et ça a été, c'était un peu, tu vois, il me manquait quelque chose dans mon identité. mm, Et je j'avais pas conscience non plus des conséquences, mais je suis aussi touchée, par, l'ostéopénie et je trouve que c'est trop important d'en parler, quoi, parce que c'est vraiment pas anodin d'avoir, sa santé osseuse qui se dégrade à peine 30 ans, mm, voire même, bah, la il y en a plein à la vingtaine, hein, mm, qui comme toi malheureusement, souffrent de ça, voire de potentiels, futurs dangers, cardiovasculaires comme on le disait, tout à l'heure avec le LDL et c'est juste, pas possible, de laisser des femmes, se dégrader la santé, voire, briser leur carrière, sportive, comme ça, quoi. Parce qu'il y a trop de tabous, parce que, les troubles de l'image, sont importants, et notamment dans les domaines sportifs, comme les troubles du comportement alimentaire, hein, les 2 sont plutôt liés.
Donc voilà, on continue et en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui et je pense que Manon sera très heureuse, d'écouter, cet épisode aussi. Bah, merci à vous, toutes les 2 les filles. J'ai pas encore, connu Manon, mais je sais qu'elle est, une très belle personne comme toi, donc voilà. Merci à vous 2 et j'espère que les filles qui écouteront ça pourront, réussir à prendre leur courage à 2 mains et aller à la conquête du miroir, qui doit changer quoi, donc voilà. Bah, écoute, j'en doute pas et puis je me ferai un plaisir de te transmettre, leurs retours qui Ouais, seront à mon avis très chaleureux parce que je sais que tu étais attendue sur le podcast. On nous a demandé de te recevoir donc voilà. OK, bah, merci. Bah, merci à toi. N'hésitez pas à nous faire, des retours, sur, cet épisode. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter et on vous retrouve dans un prochain épisode, soit avec Manon, soit avec moi, peut-être avec une autre personne, peut-être, toutes les 2. On ne sait pas encore, mais on a encore plein d'épisodes, de prévus. Donc voilà, à bientôt tout le monde. Au revoir. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!